Il était une fois, dans un pays du bord de la mer des ténèbres, une petite fille appelée Saïda. Elle n'était ni plus jolie, ni plus maligne, ni plus courageuse que les autres petites filles de son âge. Elle n'avait de particulier qu'une seule chose. Elle aimait beaucoup le soleil de son pays. Dans la journée, elle était gaie. On pouvait entendre son rire cristallin à 10 lieues à la ronde lorsqu'elle jouait avec les autres enfants. Aïe! 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 Mais dès la nuit tombée, elle devenait triste. Tellement triste que les autres enfants s'arrêtaient de jouer, de courir, et tout autant tristes rentraient chez eux. Saïda se réveillait dès l'aube. Elle ouvrait la fenêtre de sa chambre pour regarder se lever son ami le soleil. Et lorsque les premiers rayons venaient caresser son visage, elle avait les larmes aux yeux, des larmes de joie. « Soleil, mon ami, bonjour! Comme tu es beau, soleil, comme je t'aime! D'ailleurs, tout le monde t'aime chez moi. Mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs. Et l'oncle Touissa, tu sais, mon oncle aîné. Celui qui est si petit qu'on l'a surnommé Petite Tasse. Celui qui est sourd. Celui qui répète tout le temps « Comment? Qu'est-ce que tu dis, ma petite Saïda? » Tonton Touissa, tonton Touissa, tonton Touissa. Il t'aime très fort lui aussi, Soleil, le tonton Touissa. Mon petit frère Abderrahim, lui, il aime la lune. Il dit que c'est sa fiancée. Mais il t'aime aussi, Soleil. Ne sois pas jaloux. Tu es le roi de ce pays, Soleil. Le roi de ce pays. À la fin de chaque après-midi, Saïda courait vers le bord de la mer. Elle s'asseyait sur un rocher face à l'horizon et restait là, à contempler son cher compagnon jusqu'à ce qu'il se noie dans la mer. Alors, son visage s'assombrissait et les larmes qui coulaient de ses yeux ressemblaient à la pluie d'un gros nuage sombre. Soleil, soleil, soleil. Il faut dire que tous les habitants de ce pays aimaient beaucoup leur soleil. Lorsqu'ils avaient faim, il leur suffisait de s'y baigner le visage pour qu'ils se sentent moins affamés. Lorsqu'ils finissaient leurs durs travaux et qu'ils étaient épuisés, il leur suffisait d'étendre leurs membres douloureux au soleil pour qu'ils sentent moins la fatigue. Or, il y avait dans ce pays un gouverneur avide de richesse, comme tous les gouverneurs de cette époque, qui vivaient dans l'obscurité de leur château, dont il était interdit de s'approcher. Cela faisait 2 ans que la pluie n'était pas tombée. Une grande sécheresse avait suivi. Les champs ne donnaient plus de récolte. Les bêtes mouraient de soif et de faim. Aussi, le gouverneur était-il furieux, car les gens n'avaient plus de quoi payer leurs impôts. Ah!
ces couillons de paysans vont encore me dire qu'ils n'ont pas de quoi payer leurs impôts. Payer leurs impôts, payer leurs impôts, payer leurs impôts. Je ne vais tout de même pas vendre mes châteaux, ni les bijoux de ma mère, mes filles, mes sœurs, mes cousines, pour nourrir mes 100 chevaux et toute ma smala. Il réfléchissait à une solution pour faire entrer de l'argent dans son trésor, devenu presque vide. Mon trésor! Mon trésor! Mon trésor! Vide! À cet instant, on informa le gouverneur qu'un grand magicien étranger demandait à lui être présenté. Faites entrer! Le grand magicien venait des pays de l'autre côté de la mer des ténèbres. Il avait entendu parler de la grande sécheresse qui avait touché le pays et de la colère de son gouverneur. Entrez! Oh my God, it's so hot here. Oh. Monsieur le gouverneur, j'ai une solution à vos problèmes. Et quelle est-elle, magicien? Avez-vous songé, Excellence, à exploiter votre plus grande richesse? Et quelle est notre plus grande richesse étrangère? Regardez, Excellence, ces rayons qui entrent par les fenêtres de cette salle. Ce soleil qui ne disparaît que pour réapparaître plus chaud et plus brillant. Vous avez là une fortune incalculable, incalculable, incalculable. Incalculable? Et que proposes-tu alors? En tirer profit, Excellence. En tirer profit. En tirer profit. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe de l'autre côté de la mer des ténèbres des pays où le soleil se fait plutôt rare. Si vous parvenez, par le moyen auquel je pense, à exploiter le vôtre, vous pourrez le leur vendre, comme on vend le cuivre, l'argent, le charbon qu'on extrait de la terre. Votre fortune sera alors assurée, et pour toujours, car le soleil, contrairement au cuivre, l'argent, au charbon, est inépuisable, inépuisable, inépuisable. Oh là là, oh, mais ton idée est géniale, étranger. Je te donne carte blanche. Je mets à ta disposition tous les hommes qu'il te faudra. Et si tu réussis dans ton entreprise, je te donnerai la main de ma fille. La main de ma fille. Et qu'est-ce que je raconte, moi? Je te céderai la moitié de mes bénéfices. Coûte
Comptez sur moi, Excellence. Comptez sur moi. Alors, au travail. La moitié de mes bénéfices, c'est beaucoup, hein? Ça m'aurait bien arrangé la main de ma fille. Le grand magicien se mit au travail. Il ordonna aux hommes du gouverneur de construire une immense tour mobile. Le chantier dura plusieurs semaines. Regarde, qu'est-ce que c'est? C'est 101 fois plus haut que le plus haut des palmiers de la Palmeraie. Regarde, qu'est-ce que c'est? C'est 101 fois plus haut que le minaret de la grande mosquée. La tour se dressait dans le ciel. Elle était si haute qu'on pouvait la voir de n'importe quel point du pays. La tour était comme une grue, mobile, avec une immense trompe au bout. Elle suivait le soleil dans ses déplacements depuis qu'il apparaissait au levant jusqu'à sa disparition au couchant. Elle avalait goulûment les rayons du soleil qui descendaient dans son ventre où une usine avait été installée. Dans cette usine, on emplissait des millions et des millions de bouteilles avec les rayons du soleil. Ces bouteilles étaient immédiatement chargées sur de grands bateaux qui prenaient le chemin des pays de l'autre côté de la mer des ténèbres et revenaient des mois après, chargés d'or et de toutes sortes de marchandises que le gouverneur avait commandées. Au bout de quelques semaines, le soleil devint moins brillant. Les habitants du pays se rendirent compte qu'ils ne soulageaient plus leur faim et leur douleur comme auparavant. Ils comprirent bien vite que la tour du grand magicien en était responsable. Mais ils avaient peur d'en parler, car le gouverneur avait partout des espions qui pouvaient lui rapporter leurs plaintes. Dès les premiers jours de l'installation de la tour, Saïda était devenue différente. Elle ne jouait plus avec les autres enfants. On n'entendait plus son rire cristallin à 10 lieues à la ronde. On la voyait chaque après-midi courir vers le bord de la mer, s'asseoir sur le rocher face à l'horizon et contempler son cher compagnon jusqu'à ce qu'il se noie dans la mer. On aurait dit que Saïda et le soleil parlaient entre eux. Ne sois pas triste, ma douce petite amie. Comment ne pas être triste alors que la tour du grand magicien boit jour après jour ton sang? Vois comme tu es devenue pâle. Bientôt tu n'auras plus de sang. Que
t'en fais pas. Tu sais que les soleils ne meurent pas, car ils vivent non seulement dans le ciel, mais aussi dans le cœur des humains. Surtout des petits enfants comme toi, qui les suivent dans leur réveil et leur sommeil, dans leur élévation comme dans leur chute. Mais cette tour, tu ne sens pas ses griffes dans ta chair? Ne te vide-t-elle pas de ton sang? Si, je sens le mal qu'elle me fait, mais à moi seul, je n'ai pas de tête ni de bras. Ce n'est que lorsque je descends dans la tête et les bras des hommes que j'ai un corps qui peut agir et enlever ces griffes qui entrent dans ma chair. Alors, je peux faire quelque chose pour toi, moi aussi. Oui, tu peux si tu arrives à devenir ce corps dont je t'ai parlé. Je ne comprends pas tout, mais je ferai quelque chose. Réfléchis bien, ma douce petite amie. Prends garde au gouverneur et à ses espions. Ne t'en fais pas. Je ne suis qu'une petite fille. Personne ne fera attention à moi. Saïda ne pleurait plus. Elle ne pleurait ni ne riait. Lorsqu'elle sortait dans la rue, elle marchait d'un pas ferme. Son visage avait pris le sérieux des grandes personnes. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que Saïda sortait de chez elle chaque jour avant l'aube. Elle trompait la vigilance des gardiens de l'usine et entrait dans le ventre de la tour. Sous sa robe, un petit sac de sable qu'elle déversait sur les engrenages de l'énorme machine. Ainsi, chaque nuit, un petit sac. Un petit sac, un petit sac, un petit sac. Chaque nuit, un petit sac, un petit sac, un petit sac. Chaque nuit, un petit sac, un petit sac, un petit sac. Chaque nuit. Ainsi, chaque nuit, un petit sac. Ainsi, chaque nuit, un petit sac. Jusqu'au jour où les hommes chargés de la machine vinrent à l'aube, essayèrent de la faire fonctionner comme d'habitude, mais n'y parvinrent pas. On envoya chercher le gouverneur sur le champ. Monsieur le gouverneur! Oh, monsieur le gouverneur! Monsieur le gouverneur! Monsieur le gouverneur, la machine! La machine, elle est cassée. Oh! La machine, elle est cassée. Qu'on fasse tirer le magicien de son lit. Monsieur le gouverneur, que se passe-t-il? La machine, elle est cassée.
Laissez-moi voir. Monsieur le gouverneur, c'est un sabotage. 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 Reprirent en chœur les hommes du gouverneur. Monsieur le gouverneur, c'est un sabotage. Eh bien, qu'on arrête le coupable et que tout rentre dans l'ordre avant le coucher du soleil. Les espions du gouverneur se répandirent dans tout le pays. Tout le monde fut interrogé. Parle, 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 parle. À la fin de la journée, les espions se réunirent pour examiner les résultats de leur enquête. Ils étaient au désespoir de devoir se présenter bredouille devant le gouverneur et d'encourir son terrible châtiment. Quick! Lorsque, juste avant le coucher du soleil, un espion à la retraite vint demander qu'on l'entende. On le fit entrer. Bonjour. Bonjour. Alors, je crois savoir qui est l'auteur du sabotage. Voilà. J'habite à côté de l'usine. Je me réveille chaque matin avant l'aube pour faire ma prière. Je laisse la fenêtre de ma chambre ouverte. Eh bien, à 2 ou 3 reprises, j'ai aperçu une petite fille qui se glissait par la porte de l'usine. Je croyais qu'il s'agissait de la fille d'un des gardiens. Mais maintenant, oh là là, oh, j'ai des soupçons, hein. Oh! Oui, alors que je vous dise, elle était... Qu'est-ce... Oh là 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 là! Oh! Oh, mais j'ai des soupçons, moi! Oh là 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 là! Oh! Oh, j'ai des soupçons! On vint chercher Saïda alors qu'elle était assise au bord de la mer sur le rocher, racontant quelque chose au soleil qui l'écoutait d'un air grave. Malgré son jeune âge, le gouverneur ordonna qu'on l'enferme dans une petite pièce close où le soleil ne rentre jamais. Ah, elle a voulu braver la colère de son gouverneur. Eh bien, qu'on l'enferme dans une petite pièce close où le soleil ne rentre jamais. Qu'on l'arrête!
Saïda resta en prison pendant des jours. Elle y resta pendant des semaines. Elle y resta pendant des mois. Triste de ne pouvoir aller à la rencontre de son cher compagnon. Triste de ne pouvoir l'accueillir chaque matin. Un jour, elle eut une idée. Elle ôta une épingle de nourrice qui lui servait à tenir son tablier à l'endroit où un bouton avait sauté. Elle se mit à gratter le mur de sa chambre. Jour après jour, elle grattait pour faire un trou dans le mur. Elle continua à creuser, pendant des jours et des nuits. Creuser, pendant des jours et des nuits. Creuser, pendant des jours et des nuits. Jusqu'au jour où l'épingle de nourrice ressortit de l'autre côté du mur. Saïda agrandit un peu le trou et un pâle rayon de soleil fit son entrée dans la chambre. Saïda l'accueillit avec un grand cri de joie. Aïe, aïe, aïe. Elle le caressait et se laissait caresser par lui. Elle lui racontait tout ce qui lui passait par la tête. Mais sa joie ne dura pas longtemps. Le lendemain, un espion entra dans sa chambre. Il découvrit le trou dans le mur et ordonna immédiatement de le boucher. Qu'on bouche immédiatement ce trou dans le mur. Allez! Saïda ne put supporter ce malheur. Je ne supporterai pas ce malheur. Je ne vais plus manger. Oui, je ne veux plus manger. Si on ne me rend pas mon petit rayon de soleil, j'aime mieux la mort. Je te donnerai de beaux jouets. Tous les jouets que tu voudras. Et puis je te donnerai de bons gâteaux. Tous les gâteaux que tu voudras. Allez, mange, Saïda, mange. Je ne veux pas de jouets. Je ne veux pas de gâteaux. Je veux seulement mon petit rayon de soleil. S'il faut vivre sans lui, j'aime mieux la mort. Quelle boulique, cette gamine, quelle boulique! Elle va finir par mourir avec son rayon de soleil. Allez, mange! Les espions du gouverneur ne parvenaient plus à cacher leur étonnement devant l'entêtement de cette petite fille réclamant son rayon de soleil jusqu'à la mort.
La nouvelle finit par se répandre aux quatre coins du pays, du bord de la mer des ténèbres. Les langues commencèrent à se délier. Les gens avaient de moins en moins peur que leurs protestations parviennent aux oreilles du gouverneur. Ils poussèrent même l'audace jusqu'à s'attrouper devant la tour et lever le poing en direction de la trompe en signe de menace. Soleil, soleil, soleil! Même lorsqu'ils étaient dispersés par les hommes du gouverneur, ils revenaient le lendemain, fixant la trompe du même air menaçant. Soleil, 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 soleil. Saïda mourut un jour, à l'aube, sans avoir jamais touché ni aux jouets ni au gâteau dont regorgeait sa petite pièce close. Oh, merveille! Très fort, tu as agité tes ailes et tes plumes, et brisant ta cage, tu as pris ton envol. Oh, quelle étrange fleur es-tu? Quel étrange oiseau es-tu? Puisque tu es devenu le soleil. Oh, merveille. Oh, merveille. Mais le lendemain de la mort de Saïda, lorsque les hommes chargés de la machine vinrent à l'aube, essayèrent de la faire fonctionner comme d'habitude, ils n'y parvinrent pas. De nouveau, on avertit sur le champ le gouverneur. Monsieur le gouverneur, monsieur le gouverneur, monsieur le gouverneur, la machine. La machine, elle est cassée. La machine, elle est cassée. Qu'on fasse sortir ce maudit magicien de son lit. Le grand magicien se rendit sur les lieux. Il examina la machine et s'écria: Monsieur le gouverneur, c'est encore un sabotage. 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 Reprirent en chœur les hommes du gouverneur. Monsieur le gouverneur, c'est encore un sabotage.
Eh bien, qu'on découvre le coupable et que tout rentre dans l'ordre avant le coucher du soleil. Les espions n'eurent même pas besoin d'interroger les gens. Ils se rendirent sur le bord de la mer, à l'endroit où Saïda avait l'habitude de parler avec son cher compagnon. Ils ne trouvèrent pas un, mais des dizaines d'enfants. Mais avant de les emporter avec eux, ils furent saisis par le spectacle que les enfants regardaient. À l'horizon, il n'y avait pas un seul soleil comme à tous les couchers de soleil. Il y en avait deux. Le soleil de tous les jours et à côté, le touchant presque, un tout petit soleil, mais visible tout de même à l'œil nu. Le petit soleil s'approchait lentement du grand, le touchait, puis finissait par se fondre en lui. Alors, le soleil unique devint plus gros et plus rouge qu'un soleil ordinaire, et il mit plus longtemps à descendre avant de se noyer dans la mer. Les espions prirent 3 parmi les enfants. Ils les emportèrent avec eux. Ils revinrent le lendemain et prirent 3 autres enfants, et ainsi de suite chaque jour. Mais chaque jour, 3 nouveaux enfants remplaçaient les disparus. Chaque jour, 3 nouveaux enfants venaient contempler la fusion du petit soleil avec le grand. Et le grand soleil devenait plus chaud et plus rouge qu'un soleil ordinaire. Il y avait le basilic et puis le lys. Il y avait le basilic